croit que son argent durera éternellement. L'histoire prouve le contraire. Les Romains ont cru que leur denier était invincible. Il a disparu. Les Espagnols ont pensé que leur réal d'argent dominerait pour toujours. Il s'est effondré. Les Britanniques étaient déjà été convaincus que la livre sterling resterait la monnaie du monde. Elle a été détrônée. Mais il existe une monnaie qui a survécu à tous les autres. Une monnaie qui domine le monde depuis plus de 2 siècles. Une monnaie qui représente aujourd'hui 60% des réserves mondiales, alors même que le pays qui l'a créée ne représente que 25% de l'économie mondiale. Cette monnaie, vous la connaissez. C'est le dollar américain. Mais voici ce qu'on ne vous a jamais dit. Le dollar n'a pas conquis le monde grâce à la puissance économique américaine. En réalité, c'est l'inverse. Le dollar a conquis le monde avant que l'Amérique ne devienne une superpuissance. Et le secret de cette conquête, un système monétaire révolutionnaire créé par une nation qui n'avait que 16 ans d'existence. Un système si ingénieux qu'il a inversé 2000 ans de logique monétaire. Cette histoire commence dans le chaos absolu. Imaginez que vous vivez dans un pays où personne n'utilise la même monnaie que son voisin, où le boulanger accepte les pièces espagnoles mais refuse les pièces anglaises, où votre salaire est payé dans une devise qui perd la moitié de sa valeur avant la fin du mois. Bienvenue dans l'Amérique de 1790. 2 ans après avoir ratifié sa constitution, les États-Unis font face à une crise monétaire absolue. Le pays n'a pas de monnaie unifiée. Les 13 anciennes colonies utilisent chacune leur propre système. Dans les rues de Philadelphie, vous pouvez payer avec des livres sterling britanniques, des piastres espagnols, des ducats hollandais, des réaux portugais ou l'une des dizaines de monnaies coloniales différentes. Mais le pire, ce sont les continentales. Pendant la guerre d'indépendance, le Congrès continental a imprimé des millions de billets pour financer la Révolution. Des promesses de paiement en papier, censées être remboursées plus tard. Les soldats qui ont combattu contre les Britanniques ont été payés avec ces billets. Les fermiers qui ont fourni des provisions à l'armée ont reçu ces billets. Les veuves dont les maris sont morts au combat ont touché des pensions en ces billets. Et ces billets ne valent plus rien. En 1781, un continental dollar qui valait théoriquement $1 en argent s'échange contre 0,01 $. Une dévaluation de 99%. Les soldats qui ont risqué leur vie pour l'indépendance se retrouvent avec des bouts de papier sans valeur. L'expression « not worth a continental » devient le symbole ultime de l'argent sans valeur. La jeune nation est au bord du gouffre économique. Sans monnaie stable, comment collecter des impôts? Comment payer les dettes de guerre? Comment commercer? Avec les autres nations? Comment simplement faire confiance à une transaction? George Washington écrit dans une lettre « Une pièce, 100 pièces, 1000 pièces ne valent rien si personne ne sait ce qu'elles représentent vraiment. » C'est dans ce contexte catastrophique qu'un homme va proposer une solution radicale. Un homme qui comprend que le pouvoir d'une nation ne se mesure pas à la taille de son armée, mais à la solidité de sa monnaie. Son nom? Alexander Hamilton. Il n'a que 35 ans. Orphelin né dans les Caraïbes, immigrant arrivé en Amérique à 17 ans, il vient d'être nommé premier secrétaire au Trésor des États-Unis. Et il a un plan qui va changer l'histoire du monde. Si cette histoire vous fascine, abonnez-vous à la monnaie souveraine. Chaque semaine, nous décryptons comment les crises monétaires du passé éclairent votre avenir financier. Parce que comprendre l'histoire de l'argent, c'est comprendre le monde dans lequel vous vivez. Hamilton pose une question simple mais révolutionnaire. Pourquoi les monnaies échouent-elles? Il étudie l'histoire. Les Romains ont dévalué leur denier en réduisant sa teneur en argent. Les Espagnols ont inondé le marché avec l'argent des mines du Potosi, créant une inflation massive. Les Français ont expérimenté avec le papier-monnaie de John Law, provoquant une catastrophe financière en 1720. Le problème est toujours le même. Les gouvernements trichent avec leur monnaie. Ils réduisent la quantité de métal précieux. Ils impriment trop de papier. Ils manipulent la valeur. Hamilton réalise quelque chose de fondamental. Pour créer une monnaie qui dure, il faut créer une monnaie que le gouvernement lui-même ne peut pas manipuler facilement. Sa solution?
le Coinage Act de 1792. Ce texte de loi, adopté le 2 avril 1792, va révolutionner le monde de la monnaie. Mais pas de la manière que vous imaginez. Voici ce que tout le monde croit. Hamilton a créé une monnaie basée sur l'or, comme toutes les grandes monnaies de l'époque. Faux. Hamilton crée quelque chose que personne n'a jamais tenté à cette échelle, un système bimétal. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est génial. Pendant 2000 ans, depuis l'Empire romain, les systèmes monétaires fonctionnaient de la même manière. Les riches utilisaient des pièces en or, rares, précieuses, difficiles à transporter pour les petites transactions. Les pauvres utilisaient des pièces en argent ou en cuivre, plus communes, moins précieuses, mais pratiques pour le commerce quotidien. Le problème, ces deux mondes ne se parlaient pas vraiment. Le ratio entre l'or et l'argent fluctuait constamment selon l'offre et la demande. Un jour, une pièce d'or valait 15 pièces d'argent. Le lendemain, elle en valait 18 ou 12. Personne ne savait vraiment. Hamilton décide de fixer ce ratio une fois pour toutes. Le Coinage Act établit que 15 onces d'argent valant exactement une once d'or. Toujours, en toutes circonstances, par la loi. Et voici le coup de génie. N'importe qui peut apporter son or ou son argent à la monnaie des États-Unis et le faire convertir en dollars, gratuitement, sans poser de questions sur la provenance. Vous avez de l'or? On vous donne des dollars or. Vous avez de l'argent? On vous donne des dollars, argent. Et ces deux types de dollars ont exactement la même valeur légale. Vous comprenez ce qui vient de se passer. Hamilton vient de créer un traducteur universel entre tous les métaux précieux du monde. Un fermier avec de l'argent peut commercer avec un banquier qui possède de l'or, sans se soucier des fluctuations du marché des métaux. Le dollar devient le pont entre ces deux mondes. Mais il y a plus, beaucoup plus. Le Coinage Act définit avec une précision mathématique absolue le contenu de chaque pièce. Ces chiffres ne sont pas négociables. Ils sont gravés dans la loi. Pensez-y comme à un contrat entre le gouvernement et chaque personne qui utilise un dollar. Ce contrat dit « Cette pièce contient exactement cette quantité de métal précieux. Nous, le gouvernement des États-Unis, le garantissons. Si nous trichons, vous pouvez nous poursuivre en justice. » C'est incroyablement contraignant pour le gouvernement. C'est exactement le but. Hamilton crée un système où le gouvernement ne peut pas facilement dévaluer sa monnaie. Pour changer la valeur du dollar, il faudrait modifier la loi, faire voter le Congrès. Un processus long, public, transparent. Comparons avec les systèmes européens de l'époque. En France, le roi peut décréter du jour au lendemain que les pièces valent moins. En Espagne, la couronne réduit progressivement la teneur en argent des réaux. En Angleterre, la livre sterling fluctue selon les besoins du trésor. Le dollar américain, lui, est une forteresse mathématique. Et voici ce qui est encore plus brillant. Le système bimétal crée une stabilité automatique. Imaginez que l'argent devient soudainement rare sur le marché mondial. Son prix monte. En Europe, cela créerait une crise monétaire. Aux États-Unis, les gens apportent leur or à la monnaie, le convertissent en dollars, puis échangent ces dollars contre de l'argent au ratio fixe de 15:1. L'argent afflue automatiquement vers les États-Unis où il vaut plus cher qu'ailleurs. Le système s'autorégule. C'est comme si Hamilton avait créé un algorithme de stabilisation monétaire en 1792. Mais il reste une question cruciale. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ce système élégant sur le papier fonctionne dans le monde réel? La réponse va dépasser toutes les espérances. Le premier test arrive plus vite que prévu. En 1849, un charpentier nommé James Marshall découvre de l'or dans une rivière californienne. Ce qui commence comme une petite nouvelle devient rapidement la plus grande ruée vers l'or de l'histoire. En 2 ans, 300 000 personnes convergent vers la Californie. Les mines produisent des quantités d'or jamais vues. En Europe, cette soudaine abondance d'or provoque une crise monétaire majeure. Les monnaies basées uniquement sur l'or perdent de la valeur. L'inflation explose. Les gouvernements paniquent. Aux États-Unis, le système bimétal absorbe le choc comme une éponge. L'or afflue? Pas de problème. Les gens le convertissent en dollars or, mais ils peuvent toujours utiliser des dollars argent pour leurs transactions quotidiennes. Le ratio 15:1 reste stable. Les prix restent stables. L'économie continue de fonctionner normalement. L'Europe observe avec stupéfaction
Comment cette jeune nation de 70 ans gère-t-elle cette crise mieux que des empires millénaires? Mais le vrai test arrive 20 ans plus tard. En 1871, l'Allemagne nouvellement unifiée prend une décision fatidique. Après sa victoire contre la France, Bismarck décide d'abandonner l'argent et d'adopter un étalon or pur. Le marque allemand ne sera basé que sur l'or. L'argent est démonétisé. C'est une erreur historique monumentale. Les autres nations européennes suivent comme des moutons. La France abandonne le bimétallisme. La Belgique, la Suisse, l'Italie font de même. En 1900, presque toute l'Europe est passée à l'étalon or exclusif. Pourquoi est-ce une erreur? Parce qu'elles viennent toutes de lier leur destin monétaire à un seul métal. Si la production d'or s'effondre, leurs économies s'effondrent. Si l'or devient trop abondant, c'est l'inflation. Elles ont perdu le coussin de sécurité que représentait l'argent. Les États-Unis, eux, maintiennent le système bimétal. Enfin, en théorie. En pratique, la pression politique monte. Les producteurs d'argent de l'Ouest américain veulent maintenir le système. Les banquiers de l'Est, influencés par les idées européennes, veulent passer à l'étalon or pur. Le débat fait rage pendant des décennies. En 1900, les États-Unis finissent par adopter officiellement l'étalon or. C'est une victoire pour les banquiers, mais c'est une victoire en trompe-l'œil, parce que la confiance créée par le système original persiste. Avançons rapidement jusqu'en juillet 1944. La Seconde Guerre mondiale touche à sa fin. 44 nations envoient leurs délégués à Bretton Woods, une station balnéaire du New Hampshire. L'objectif ? Reconstruire le système monétaire mondial dévasté par la guerre. Deux options sont sur la table. Option 1. La livre sterling, la monnaie de l'Empire britannique, qui domine le monde depuis 2 siècles. Londres est le centre financier historique du monde. La livre est la monnaie de commerce international depuis des générations. Option 2. Le dollar américain, la monnaie d'une nation qui ne représente que 140 millions d'habitants. Une monnaie qui n'a que 150 ans d'existence. 44 nations choisissent le dollar. Pourquoi? Parce que ces délégués se souviennent. Ils se souviennent que pendant la Grande Dépression des années 1930, quand toutes les monnaies européennes s'effondraient, le dollar restait stable. Ils se souviennent que pendant 2 guerres mondiales, le dollar était la seule monnaie sur laquelle on pouvait compter. Ils se souviennent d'un siècle et demi de stabilité créé par le système de Hamilton. La livre sterling a l'histoire, le dollar a la confiance. Et dans le monde de la monnaie, la confiance bat l'histoire à tous les coups. Les accords de Bretton Woods établissent que le dollar comme monnaie de réserve mondiale. Toutes les autres monnaies seront liées au dollar. Et le dollar, lui, sera lié alors au taux de 35 $ l'once. L'Amérique vient de conquérir le monde monétaire, pas par la force militaire, pas par la domination économique, mais par la confiance créée par un système monétaire conçu en 1792. Mais l'histoire n'est pas terminée. En 1971, le président Richard Nixon fait quelque chose d'impensable. Il annonce que les États-Unis ne convertiront plus les dollars en or. Fini le lien avec les métaux précieux. Le dollar devient une monnaie fiduciaire pure, basée uniquement sur la confiance. Tout le monde prédit la catastrophe. Si le dollar n'est plus garanti par l'or, pourquoi les autres nations continueraient-elles à l'utiliser? Pourquoi lui faire confiance? 50 ans plus tard, le dollar représente toujours 60% des réserves mondiales. Il est utilisé dans 90% des transactions internationales. Il reste la monnaie de réserve mondiale incontestée. Comment est-ce possible? Voici la leçon que l'histoire nous enseigne et que très peu de gens comprennent. Une monnaie ne domine pas parce qu'elle est garantie par de l'or. Une monnaie ne domine pas parce que son pays a la plus grande armée. Une monnaie ne domine même pas parce que son pays a l'économie la plus puissante. Une monnaie domine parce qu'elle inspire confiance. Et la confiance se construit sur des décennies, par la cohérence, la prévisibilité et la résistance aux crises. Le système créé par Hamilton en 1792 a établi quelque chose de fondamental.
Le dollar était une promesse que le gouvernement américain ne pouvait pas facilement briser. Cette promesse a tenu pendant 150 ans. Quand Nixon a rompu le lien avec l'or en 1971, la confiance accumulée pendant ces 150 ans était si forte qu'elle a survécu. C'est comme une relation. Vous pouvez faire confiance à quelqu'un pendant des décennies. Cette confiance ne disparaît pas du jour au lendemain, même si les circonstances changent. Oh. Pensez à ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. Nous vivons dans un monde où les crypto-monnaies promettent de remplacer les monnaies nationales, où la Chine essaye d'internationaliser le yuan, où l'euro tente de rivaliser avec le dollar, où certains parlent d'un retour à l'étalon or. Mais toutes ces alternatives font face au même défi que le dollar a résolu en 1792. Comment créer la confiance ? La confiance ne se décrète pas, elle ne s'impose pas par la force. Elle se construit patiemment, crise après crise, décennie après décennie. Le Bitcoin existe depuis 15 ans, c'est un clin d'œil. Le dollar a mis 1 siècle et demi à devenir la monnaie de réserve mondiale. Et même aujourd'hui, alors qu'il n'est plus garanti par aucun métal, il continue de dominer grâce à la confiance héritée de ce système originel. Voici la question que je vous laisse. Dans 100 ans, quelle sera la monnaie qui dominera le monde? Sera-ce encore le dollar, porté par l'inertie de 2 siècles de confiance? Sera-ce une nouvelle monnaie qui aura réussi à construire sa propre crédibilité? Ou allons-nous inventer un système complètement nouveau, basé sur des principes que nous ne comprenons pas encore? L'histoire du dollar nous enseigne une chose. La monnaie qui dominera l'avenir n'est pas nécessairement celle du pays le plus puissant. C'est celle dont le système inspirera le plus de confiance. Hamilton l'avait compris il y a 230 ans. Nous ferions bien de nous en souvenir. Cette histoire vous a fait réfléchir? Alors dites-moi en commentaire. Selon vous, quelle monnaie dominera le monde dans 100 ans? Et pourquoi? Et si vous voulez comprendre comment d'autres systèmes monétaires ont changé l'histoire, abonnez-vous à la monnaie souveraine. Chaque semaine, nous explorons les secrets cachés derrière l'argent qui façonne votre vie. Parce que comprendre le passé monétaire, c'est maîtriser son avenir financier. Une monnaie ne domine pas par la force, elle domine par la confiance construite sur des générations.